Donc, dans le cadre de ce cours public consacré au médiévalisme au pluriel, et merci beaucoup aux organisatrices et auteurs d'avoir pensé à le mettre au pluriel, je souhaiterais donc partager avec vous mon expérience d'historien de l'art. Vous savez, je ne suis pas historien, je suis historien de l'art, mais que voulez-vous, chacun porte sa croix, telle qu'elle se développe depuis maintenant plus de 10 ans au sein de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone en Valais. Et je vous montre. Donc vous le savez sans doute, et vous le savez désormais évidemment, puisque Martine l'a dit, à côté de mon activité professorale à l'Université de Neuchâtel, je suis également conservateur du trésor abbatial de l'abbaye de Saint-Maurice, c'est-à-dire que j'y développe une activité de chercheur doublée de celle d'un médiateur, puisque je suis amené à communiquer le résultat de mon travail en marge des réseaux habituels de diffusion de la recherche académique par le truchement de la presse et du médium exposition notamment. Les récents travaux de restauration conduits sur la grande chasse de Saint-Maurice, je vous la montre, en particulier, ont été l'occasion de plusieurs rencontres avec le public pour expliciter les étapes de l'enquête historique, le travail dans les archives, l'observation des traces matérielles, les interventions de conservation-restauration, avant d'en présenter le résultat final à l'automne passé. Attention, je n'ose pas imaginer que l'historienne ou l'historien soit détaché du monde et de la société qui les entoure. Au contraire, je pense qu'ils jouent un rôle fondamental de passeurs et qu'ils ont entre autres pour mission de créer ou de révéler les liens qui se tissent entre leur objet d'étude et la société dans laquelle ils déambulent. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est nécessaire de nous poser la question de la finalité de notre travail quotidien. En quoi ce travail de compréhension que je conduis dans mon exploration des siècles passés peut-il toucher mes contemporains? Dans une certaine mesure, les enrichir, voire peut-être les grandir au sens noble du terme. Ce travail se développe à plusieurs niveaux, bien sûr, et j'espère vous montrer dans les minutes qui suivent qu'il est capital d'amener les matérialités du passé dans le présent pour en faciliter la compréhension. Évidemment, nous ne pouvons pas revivre le passé, n'en déplaise aux promoteurs de spectacles en costume historique ou d'expositions immersives ou virtuelles. Car pour comprendre, recevoir passivement des stimuli sensoriels ne suffit pas. Il convient au contraire d'être actif, de tendre vers cette information, en un mot, de la désirer. Saint Augustin, dans le 11e livre de son traité consacré à la Trinité, rappelle en effet que la connaissance sensorielle passe par l'intention, l'intentio, à savoir un mouvement de l'âme, un désir qui affecte notre corps. L'expérience ne fait sens que si nous consignons ce que nos sens absorbent. En d'autres termes, nous choisissons de connaître ce que nous percevons. Revivre le passé n'est donc pas possible, mais je veux croire que ce désir de connaître provoque néanmoins ce que le grand historien néerlandais Johan Huizinga identifiait comme le plaisir historique. Het historisch genieten en hollandais. C'est dans le double sens de partager ce plaisir avec le plus grand nombre et dans le respect du public acteur et non consommateur que je m'efforce d'amener le Moyen-Âge à portée de main. Si vous le voulez bien, je consacrerai donc une première partie à clarifier la position de Huizinga, ce qui me permettra de clarifier la mienne, et de poursuivre ensuite dans une deuxième partie avec l'analyse des raisons qui ont conduit à déployer le nouveau dispositif de la salle du trésor de l'abbaye de Saint-Maurice, en m'attachant plus particulièrement aux salles de 1948 et de 2014. J'ai intitulé la première partie de mon intervention « Huizinga et la sensation historique ». Dans un article consacré au musée d'histoire, paru en 1920 dans la revue The Beats, Johan Huizinga rappelle une expérience très personnelle, très concrète, qu'il vaut la peine de rapporter dans son entièreté. Je cite: « Depuis de longues années, j'ai un faible pour les estampes de Jan van de Velde. Pas un maître de tout premier ordre. Bien sûr, il est amusant de voir dans le rude travail du cuivre, au burin, un lien entre tant de délicatesse et de sensibilité et des effets si puissants. Mais l'artiste reste quand même, en même temps, maladroit, provincial, primitif au sens négatif du terme, et de plus, il se répète à l'excès.
Je sais donc très bien que le plaisir avec lequel je regarde les sympathiques récits figurant sur ces estampes des mois, ces éléments, ces 4 moments de la journée, ces paysages isolés, n'est pas un pur plaisir artistique. Avec un appétit enfantin, je me délecte des détails croustillants de ce qu'ils représentent. Ici, il y a un avril, selon Yann, le mois des déménagements. Par voie d'eau, bien sûr, sur un canal de ville, le mobilier modeste d'un habitant est poussé avec une perche sur une barre ouverte. Le père se tient au gouvernail, une simple barre latérale. Les enfants, un garçon et une fille, sont assis sur une grande caisse, les pieds sur un banc. Le garçon tient triomphalement une pince dans la main. Sur le rivage, une femme achète des tulipes. Plus loin, des hommes posent des planches les unes sur les autres, sans parler d'un inévitable pêcheur à la ligne, avec spectateurs, bien sûr. Le dessin en soi a de nombreux défauts. Qu'est-ce qui me donne du plaisir? Là, oui, mais autre chose encore. Et là, écoutez bien. Il se peut qu'un tel détail historique dans une estampe, mais ce pourrait tout aussi bien être dans un acte notarial, alors qu'il m'est indifférent en tant que tel, me donne soudain le sentiment d'un contact immédiat avec le passé. Une sensation aussi profonde que le plus pur plaisir artistique. Ne riez pas, une prise de conscience quasi extatique de n'être plus moi-même, de couler dans le monde hors de moi, de toucher à l'essence des choses, vivre la vérité à travers l'histoire. Fin de citation. Il s'agit donc d'une sensation, d'un pathos, de l'ivresse d'un instant, poursuit l'historien, et je cite encore, comme si soudain vous compreniez les choses qui resteraient sinon couvertes sous les couches de l'existence. Fin de citation. Dans son essai consacré aux tâches de l'histoire culturelle, Johan Huizinga introduit la notion de sensation historique. En néerlandais, het historische sensatie. Un état de même nature que cette ivresse de l'instant, que l'on peut également comprendre comme l'expérience historique ou l'expérience de l'histoire. Cette sensation, qu'il nomme aussi contact, relève des sens, en particulier du toucher, point de contact entre le passé et l'historien, et s'apparente à l'extase. Le contact avec le passé, qui s'accompagne de la conviction absolue qu'il s'agit de quelque chose d'authentique et de vrai, peut être provoqué par une phrase dans une chronique, par une gravure, par quelques notes d'un air de musique. Il ne s'agit pas de nacherleben, il ne s'agit pas de revivre le passé, qui créerait l'illusion d'un processus psychologique, mais bien de le comprendre instantanément. Ce contact avec le passé s'accompagne de la conviction d'une vérité et d'une authenticité complète. En ce sens, Johan Huizinga ne peut pas être comparé aux Théophiliens, ce groupe de théâtre amateur constitué en 1933 autour de Gustave Cohen par des étudiants de la Sorbonne, qui redonnait vie à des textes médiévaux et de la sorte communiait avec le passé. Pas plus qu'il ne le serait avec Jules Michelet, qui souhaitait certes recréer à la vie même, ressusciter le passé, comme il l'écrit dans sa préface à l'Histoire de France de 1869, et dont l'œuvre est née d'une illumination mystique. Rappelez-vous, une grande lumière se fit, je cite Michelet, « Je vis la France ». Au contraire, Huizinga cherche à comprendre le passé, non pas à le recréer. Et en cela, il reprend à son compte une intuition de son illustre prédécesseur, qui trouvait la discipline historique, je cite, trop peu matérielle, trop peu spirituelle. Quel est l'objet de cette sensation historique? Rien de très spécial. Il s'agit de quelque chose donné avant toute réflexion consciente de l'historien. Johan Huizinga parle d'une extasis, un mouvement par lequel l'historien sort de lui-même pour aller à la rencontre du passé. Frank Ankersmit lie cette extase à la notion de Rausch de Nietzsche, une forme d'ivresse, un moment dans lequel on est saisi par l'intensité de l'expérience. L'esprit perçoit de vastes étendues qu'il ne saisit qu'en cet instant. Il n'y a plus ni temps ni espace. L'expérience historique scelle la rencontre immédiate du présent et du passé. En ce sens, elle transcende la question du contexte. Selon Johan Huizinga, le contexte exclut toute expérience historique parce qu'il empêche le contact immédiat avec le passé. Mais l'expérience historique n'est pas une appropriation du passé que l'on provoque par une reconstruction. Elle est une rencontre immédiate avec lui,
une extase, c'est-à-dire le mouvement qui nous fait sortir de nous-mêmes et participer à quelque chose de supérieur. Ce qui la provoque relève de l'insignifiant. Une phrase dans une chronique, une gravure, quelques notes d'un air de musique, que l'historien embrasse tout uniment par le terme image. Cette expérience historique, Huizinga l'a vécue à l'occasion de la visite qu'il fit avec André Jolle de l'exposition consacrée aux primitifs flamands à Bruges en 1902 et qui l'amènera quelques années plus tard, comme il l'expliquera dans ses réflexions biographiques, à écrire son ouvrage le plus connu sans doute, L'automne du Moyen-Âge, The Herfststift von Mittelalter, sur la prononciation. Mais Herfststift, je pense que c'est juste. Cet ouvrage, publié en 1919 et paru en français la première fois en 1938, contraste singulièrement par son style avec tout ce que l'auteur a pu écrire avant sa parution, mais aussi après. L'essai, considéré comme l'un des apports fondamentaux de l'histoire culturelle, semble tout entier dirigé par les sensations, les émotions, les saveurs d'un monde qui meurt, comme le rappelle Jacques Le Goff dans l'entretien qui ouvre les traductions françaises depuis 1975. Je vous invite à lire ou à relire le premier chapitre intitulé « L'âpre saveur de la vie », qui illustre à merveille cette accélération provoquant la rencontre de l'historien avec le passé. Je fais donc mienne la mission attribuée par Johann Huizinga au musée d'histoire, qui doit en premier lieu, je cite, « servir cette merveilleuse fonction de notre esprit, cette réceptivité à la suggestion immédiate, afin qu'il puisse éveiller cette dernière par tous les moyens. Le musée doit être pour tous ceux qui connaissent la passion du passé et la séduction de l'authentique. » Dans ce musée, fin de citation, dans ce musée, il n'y a donc pas de place pour la copie ou l'imitation. Comme la sensation historique est formée en partie de la conviction totale qu'on se trouve face à la vérité, cela impose de montrer de vraies choses. Huizinga délivre un message simple, point de salut historien sans objet vrai, c'est-à-dire sans une clé d'accès au passé. C'est donc animé de la conviction qu'il faut susciter cette expérience historique que nous avons entrepris les travaux de redéploiement du trésor abbatial de Saint-Maurice peu avant le jubilé de 2015, mais depuis lors également que nous poursuivons l'étude et la restauration de plusieurs reliquaires, en particulier les chasses, qui ont conduit d'ailleurs, vous l'avez vu, à la réalisation d'une exposition, sans oublier, Martine l'a rappelé, mais dans une moindre mesure, même si cela fait 5,5 kg, la publication d'une histoire longue de cette abbaye, de sa fondation en 515 jusqu'à nos jours. Comme annoncé en préambule, ce soir, je me concentre sur le redéploiement du trésor, en considérant plus particulièrement les salles du trésor de 1948 et de 2014. De mon point de vue, la salle d'exposition est le lieu de rencontre parfait entre le public et l'historien. Mon travail porte sur un passé relativement long, 1500 ans d'histoire. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est rien à côté des aires géologiques, on est bien d'accord. Mon travail porte sur un passé relativement long, rendu accessible à travers un ensemble de documents textuels, actes de la pratique, récits divers, hagiographiques ou historiques, inventaires, très peu d'inventaires, documents visuels, plans et vues anciens ou récents, représentations, etc., et documents matériels, vestiges archéologiques, élévations, objets, etc., qu'il s'agit de faire résonner en réseau. Le récit qui en est issu est essentiellement un dispositif, c'est-à-dire un déploiement dans l'espace d'unités discursives que l'on nomme dans le jargon des museali, du latin musealium, musealia. Le sens que l'on donne à ce dispositif est transmis à la fois par les museali, par le fait de les assembler en unités et par le lieu dans lequel on les présente. En d'autres termes, le dispositif sert une représentation. En aucun cas, il n'est la vérité. J'en viens donc à ma deuxième partie. Ça va, je tiens un rythme. Je n'ai plus tellement l'habitude de parler en public. J'ai plutôt l'habitude de parler à un écran. Il n'y a pas de répondant. J'ai intitulé ma deuxième partie « Créer une salle de trésor ».
C'est vrai que j'ai de la chance, j'ai pu créer une salle de trésor. C'est extraordinaire quand on y réfléchit. Redéployer un trésor de sanctuaire ne va pas sans réflexion préalable, vous en doutez bien, et en particulier sans consulter la communauté qui le possède. À Saint-Maurice, les chanoines augustins, sur lesquels j'aurais tout un ensemble d'anecdotes à raconter, je ne sais pas si le médiévalisme les concerne, mais en tout cas, une chose est sûre, ils vivent toujours dans l'Ancien Régime. À Saint-Maurice, donc, les chanoines augustins entretiennent une relation singulière avec leur trésor, relation entretenue de longue date, qui n'est pas d'ailleurs nécessairement une relation amicale. Il s'agit d'un ensemble important de reliquaires d'or et d'argent, souvent enrichis de pierres précieuses, et je vais vous en montrer quelques-uns maintenant, non sans préciser qu'il s'agit d'un trésor, certes, mais d'un trésor vivant, car convoqué régulièrement dans les cérémonies liturgiques. Petite minute pour vous montrer quelques-uns des objets les plus célèbres du trésor abbatial de Saint-Maurice, que vous connaissez peut-être, puisque le coffret reliquaire de Theudéric, du milieu du 7e siècle, était exposé au Palais de Rumilly pour l'exposition aux sources du Moyen-Âge. Nous avions, dans un élan de générosité rare, condescendu à prêter cet objet qui d'habitude ne sort pas du trésor. Donc, pour nos amis vaudois, moi-même je suis valaisan, bon, nul n'est parfait, je suis désolé. Mais pour nos amis vaudois, c'était une occasion de voir un objet, un reliquaire contenant rien du tout. Les reliques ne sont pas parties dans le reliquaire de Theudéric. Donc, le reliquaire de Theudéric, bien encore deux objets célèbres ici, le vase de Saint-Martin, sur lequel une anecdote circule et sur laquelle je ne reviens pas parce que j'ai assez publié là-dessus, et puis à votre gauche, l'aiguillère de Charlemagne, à votre droite, pardon, à gauche pour moi, votre l'aiguillère dite de Charlemagne, un chef-d'œuvre absolu de l'orfèvrerie carolingienne, un des rares chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie carolingienne parvenus jusqu'à nous. Évidemment, vous voyez Theudéric, Martin, Charlemagne, je reviendrai peut-être dans les questions sur ces appellations. Et puis ici, trois objets, deux, ceux qui sont sur la gauche du XIIe siècle, le dernier à l'extrême droite, qui date du début du XIIIe siècle, un bras reliquaire, le bras reliquaire dit de Saint-Bernard, hasard ou nécessité, que sais-je. Il contient en fait un morceau du menton de Saint-Bernard, ce qui est quand même assez comique, n'est-ce pas, le menton de Saint-Bernard de Menton. Je soupçonne ici les chanoines d'être facétieux, mais il est clair qu'auparavant, il contenait un bras, tout ou partie, d'un saint, peut-être pas Saint-Bernard, puisque Saint-Bernard est attaché à cet objet seulement depuis le XIVe siècle. Je suppose qu'il s'agit du bras de Saint-Exupère qui était dans cet objet. Au centre, un des objets phares du trésor abbatial, le chef reliquaire de Saint-Candide, numéro 2 de la Légion thébaine, qui est ici traité en mémorial d'Amédée III. Je ne reviens pas sur ces questions. Et puis à l'extrême droite, une coupe, la coupe dite de Saint-Sigismond du premier quart du XIIIe siècle, comme la suivante que je vais vous montrer, qui présente une particularité dans son bouton. Alors, il y a un pointeur dans son bouton. Oups, c'est très sensible. Oups, 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 oups. Ne riez pas. Donc, mais il est très sensible, vraiment. Il est hyper sensible. Alors, voilà. Le bouton qui est ici, n'est-ce pas, qui est une sphère parfaite, qui est radiographiée. À l'intérieur, il y a une bille, ce qui vient que quand on transporte l'objet, il fait de la musique comme un bol tibétain. Dans les inventaires modernes, donc 1560, il est précisé qu'il sonne quand on le porte. Sonate dum portatum, qui est assez intéressant à relever. C'est un objet, selon Elisabeth Antoine, qui a été réalisé par un orfèvre occidental, mais à la cour du Grand Manga. Et puis encore d'autres, je vais essayer plus souple. Voilà. Les deux objets enfin du premier quart du XIIIe siècle. À gauche, la coupe dite de Charlemagne ou au centaure, et puis à droite, une croix reliquaire contenant évidemment du bois de la vraie croix. Enfin, on ne peut pas être un grand trésor sans avoir au moins une parcelle de la vraie croix. Donc, comme je vous le disais, les cérémonies liturgiques jouent un rôle très important à Saint-Maurice, et chaque 22 septembre, c'est la procession de la Saint-Maurice,
et vous constaterez, je pense, que l'historien paye aussi de sa personne. Mais plus que la somme des objets d'or ou d'argent, le trésor est surtout une collection de reliques, un support de dévotion. Ce sont les reliques des martyrs thébains, ici préservées, qui constituent le véritable trésor et non leurs enveloppes précieuses. Et là, vous pouvez voir l'abbé de Saint-Maurice, Monseigneur Jean Scarcella, qui, émoustillé à l'idée d'ouvrir un sachet dans lequel se trouvent les reliques de Saint-Maurice. Peut-être. Nous avons une attitude peut-être moins dévote par rapport à ces ossements, mais néanmoins pleine de respect. Alors, au préalable de tout réaménagement, et nous y étions à ce moment-là confrontés, la réflexion cherche à expliciter d'abord les attentes et les pratiques du lieu, où s'implique, vous le devinez, je pense, très fortement le religieux et le touristique. Cette opération préalable ne peut se dérouler sans tenir compte du devenir des enjeux portés par un trésor sacré, a fortiori par un trésor sacré vivant, comme celui de Saint-Maurice. Ces enjeux sont l'enjeu liturgique et l'enjeu patrimonial. Cet impératif pèse sur la muséographie et pose donc avec acuité la question de la monstration de l'objet sacré, de ses modes d'exposition, de son devenir en situation muséale et de la réception des dispositifs. La réflexion muséographique vise ainsi à corriger les dispositifs de présentation devenus caducs et à améliorer tant les conditions d'accueil et de sécurité du public que les conditions de conservation des objets qui ne sont plus suffisamment garanties, tout en tenant compte de l'usage régulier du trésor et de sa fonction patrimoniale. Outre les contraintes auxquelles doit répondre ce déploiement, amélioration des conditions de visibilité des objets, création d'un espace de monstration tenant compte de la vénération des pèlerins, composé en majorité de pèlerins justement, mais aussi de l'usage liturgique de plusieurs des reliquaires conservés, régulièrement convoqués dans le rite. Il s'agit de rapprocher au mieux le dispositif actualisé des fonctions originales du trésor, tout en répondant aux préoccupations légitimes d'une meilleure conservation préventive. Le lieu dans lequel sont conservés les objets n'est pas un musée d'art sacré, encore moins un musée. Et la communauté prévient toute méprise par un argument d'autorité, relayant une conception certes surannée du musée compris comme cimetière d'objets. Elle défend le caractère vivant du trésor. Ce discours n'est pas original. Au milieu du XIIe siècle, et beaucoup parmi vous le connaissent, Eudes de Deuil décrit le comportement des croisés qui entrent dans les églises de Constantinople pour les piller, en distinguant les voyeurs des fidèles qui approchent le sanctuaire dans un but de vénération. Il précise que les uns pénétraient animés par la curiosité, les autres par la dévotion. En latin, ali curiositate videndi, ali veneratione fidei. Dans sa chronique de la Seconde Croisade, rédigée en 1148, Eudes explicite ainsi deux raisons antagonistes, mais essentielles, qui motivent autrefois comme aujourd'hui la visite d'un sanctuaire et de son trésor, la vénération et la curiosité. Dans la perspective du redéploiement du trésor abbatial, il convenait donc d'être conscient de cette ambivalence afin de trouver un équilibre discret qu'il s'agissait de préserver entre la contemplation conçue comme un prélude à la méditation et à la prière et la contemplation esthétique qui ne saurait se substituer à la précédente. On devine que c'est là le lieu d'une forte tension, effective ou présumée, entre ce qui relève du muséal et ce qui relève du sacral. Pour aider à résorber cette tension, l'historien doit ignorer les chatoyantes enveloppes d'or ou d'argent, recouvertes de pierres précieuses, les émaux, les soieries, et placer au centre de son propos muséographique les reliques, support de la vénération et objet de toutes les dévotions. Le constat est dès lors contraignant. Au cours de sa longue histoire, le trésor abbatial a toujours été situé dans la proximité d'un autel, au-dessus, au-dessous, sur ou derrière lui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est précisément ce que je vais expliquer maintenant. Si l'on se fie au témoignage de l'historien baroque Guillaume Béraudy, la chapelle créée au temps du fondateur Sigismond aurait été reprise en sous-œuvre dans les années 1440
au moment où Amédée VIII de Savoie, antipape sous le nom de Félix V, jugeant celle-ci trop basse et trop obscure, fait rehausser les murailles et reconstruire une nouvelle voûte, comme en témoignent les clés de voûte ornées des armes pontificales et de la maison de Savoie. Cette chapelle restaurée subsiste à l'extrémité ouest du collatéral sud de la basilique du XIe siècle. Là, normalement, je vous ai perdu. J'ai noté ici, attention, ne pas les perdre. Donc, je répète, le collatéral sud de la basilique, l'extrémité ouest du collatéral sud de la basilique du XIe siècle. Vous allez à Saint-Maurice aujourd'hui, c'est un peu comme à Autun, la basilique n'est pas orientée. Donc, si vous avez dans l'idée que la porte est à l'ouest, eh bien, c'est faux. Donc, les anciennes églises sont correctement orientées. La nouvelle basilique, qui date du XVIIe siècle, a été consacrée en 1638, est orientée nord-sud. Elle indique en fait la route de l'Italie. Elle est d'ailleurs parallèle à la route de l'Italie. À Autun, c'est autre chose, mais on ne parle pas d'Autun, on parle de Saint-Maurice. Donc, selon Guillaume Béraudy, le dispositif original n'aurait pas été modifié par l'intervention de Félix V. Évidemment, on laisse à Béraudy l'affirmation que la chapelle est la chapelle du VIe siècle. Mais voici ce qu'il nous dit dans cette histoire du glorieux Saint Sigismond Martyr, roi de Bourgogne, paru en 1666. Les reliques des saints majeurs, que vous connaissez, Maurice, Exupère, Candide et Victor, sont situées fort honorablement dans une grande niche faite à la façon d'une garde-robe, c'est-à-dire d'une armoire, sur l'autel de ladite chapelle. Et les autres sont cachés dans des grands coffres au-dessus de la dite niche, laquelle se ferme avec 2 grandes portes et avec 2 fortes serrures. Et au devant de l'autel, à la distance de 2 toises et demi, ou environ, Sigismond fait enchâsser dans les 2 murailles de très puissantes grilles de fer, lesquelles se ferment avec de fortes serrures, lesquelles sont maintenant mises dans la chapelle nouvelle pour la conservation des saintes reliques qu'on y a transportées. Vous verrez une image plus tard de cette grille. Il y a encore à l'entrée de cette antique chapelle un grand portail qui se ferme avec 2 portes de bois doublées et couvertes de grosses plaques de fer, qui se ferme en dehors avec une forte serrure et au-dedans avec une grosse barre de fer qui s'accroche à un anneau de fer qui entre dans une autre serrure qu'on appelle le secret, qui se ferme avec une grande clé. Et ce secret étant fermé et ajusté, il est impossible d'ouvrir cette porte avec l'industrie humaine. Tout cela a été fait pour empêcher les larrons de faire une volerie. Beaucoup de fer, beaucoup de bois, beaucoup de barres, beaucoup de cuivre. Que les reliques des saints majeurs soient distinctes des autres laisse sous-entendre qu'elles sont distribuées dans autant de reliquaires, et selon toute vraisemblance, ceux-ci sont rangés dans une armoire murale située au-dessus et derrière l'autel, à la façon d'une abside, sans doute, puisque Béraudy parle d'une concavité, en précisant que les fidèles peuvent aller à genoux en procession tout autour de l'autel. Cette armoire ferme à l'aide de 2 grandes portes, avec 2 fortes serrures. Au-devant d'elle, à une distance de 4,5 mètres, se trouve une grille de fer. Quant à la disposition des reliquaires dans l'armoire, sur laquelle il est totalement vague, nous pouvons croiser sa leçon avec le témoignage du premier inventaire abbatial, l'inventaire de l'abbé Jean Millès, daté vers 1560. Si vous regardez au sommet de la colonne de droite, vous verrez que les premiers mots sont in summo ordine, donc au registre supérieur, si vous voulez. Jean Millès mentionne la présence de 3 chasses, qui ne sont pas les 3 chasses conservées aujourd'hui. 2 des 3 chasses sont conservées aujourd'hui, la 3e a disparu. Pour ce premier dispositif dont nous conservons témoignage, il apparaît que certaines reliques sont déposées dans de grands coffres, une chasse probablement, au-dessus de la niche, d'autres dans des reliquaires rangés dans cette dernière. Si on ne peut rien en tirer de plus sur le dispositif décrit par Guillaume Béraudy, son texte éclaire cependant la leçon du premier inventaire du trésor. Jean Millès parle sans doute de rangées ou d'étagères sur lesquelles sont disposés les objets en distinguant 3 ordres. Le premier ordre, on l'a vu, désigne selon toute vraisemblance la partie supérieure de l'armoire, où sont conservées les chasses. Les 2 autres, assurément, dans l'armoire, offrent 2 étagères. Cette répartition est-elle liée à la taille des objets, à leur valeur symbolique, à leur exemplarité formelle? En l'absence de description plus précise, il est impossible de répondre à cette question.
Mais il importe surtout de retenir que le trésor des reliques de l'abbaye de Saint-Maurice, dans ce premier témoignage, présente cette particularité qu'il ne s'agit pas d'une simple salle de trésor, mais d'une chapelle accessible aux fidèles souhaitant vénérer les reliques, équipée d'un autel. Les instruments liturgiques semblent écartés. L'inventaire de Jean Millès les rejette in arca vestiarii, c'est ce que vous voyez au sommet de la colonne de gauche. Donc, ce sont les deux parties extérieures en fait, de l'inventaire. Il y a un verso sur lequel l'inventaire se poursuit. Donc, au sommet, je n'ose plus appuyer sur ce bouton. Vous voyez ici, in arca vestiarii. Donc, dans l'armoire ou dans l'arche, dans le coffre ou dans l'armoire de la sacristie se trouve, et vous avez la liste des instruments liturgiques. Il importe donc que la visibilité comme l'accessibilité des reliquaires demeure garantie. Dès lors que l'on déplace le trésor dans la nouvelle basilique, à l'automne 1638, Guillaume Béraudy se plaint du refroidissement des dévotions qu'il entraîne, car le nouveau dispositif interdit précisément ce contact rapproché des reliques. La chapelle de 1638 a été transformée souvent à l'occasion des réaménagements successifs de l'église abbatiale, mais elle demeure visible sur des cartes postales du XIXe siècle, fermée par la puissante grille qui fermait déjà la chapelle de Félix V. Rien ne se crée, rien ne se perd en l'abbaye de Saint-Maurice. Même si une partie des reliquaires et des instruments liturgiques étaient conservés dans une armoire de la sacristie, que je vais vous montrer tout de suite, il faut insister sur le système efficace formé par le couple chapelle plus trésor. Voici l'armoire dont on parle, qui se trouve en fait dans une vue du XIXe siècle de la sacristie, la grande sacristie de l'abbaye. Voici une vue actuelle de cette armoire. Et puis nous possédons des documents photographiques. Je vous disais, le travail porte sur tout un ensemble de documents, dont des documents photographiques du XIXe siècle. Il y a énormément de photographies dans les archives de l'abbaye de Saint-Maurice. Quelques chanoines étaient des chanoines photographes. Et vous avez ici l'intérieur de l'armoire, enfin d'une partie, la partie gauche de l'armoire dite le petit trésor, situé aujourd'hui encore dans la grande sacristie de l'abbaye. Vous voyez, les objets sont placés vraiment un peu rangés, on va dire, sans peu de place tout autour, pour gagner précisément un peu d'espace. Le premier changement majeur consiste en la réunion de ce qui était alors séparé. Je vous rappelle que les grandes chasses sont toujours séparées du trésor. Elles forment en fait le cœur du trésor, mais ne lui appartiennent pas spatialement en quelque sorte, puisqu'elles sont toujours délocalisées par rapport au reste. Et le premier changement majeur consiste en la réunion de ce qui était alors séparé. En 1906, le chapitre abbatial décide de rassembler les reliquaires et les chasses dans un lieu unique, mieux protégé. Dans le prolongement de la chapelle Saint-Maurice, celle que vous voyez, je reviens un tout petit peu en arrière, ici, je suis allé trop en arrière, ici la chapelle Saint-Maurice, fermée par cette puissante grille. Donc, dans le prolongement de la chapelle Saint-Maurice, à l'emplacement de l'ancienne sacristie, pas celle que je vous ai montrée, mais une sacristie précédente, l'abbé Joseph Pacola fait construire un coffre-fort. La translation de l'ensemble des reliquaires a lieu le 6 mai 1907, un coffre-fort, attention, fabriqué en Allemagne, donc de la qualité éprouvée pour les coffres-forts. Il y aurait une étude à faire d'ailleurs sur les coffres-forts à la fin du XIXe siècle, dans les trésors d'église, et ça je vous laisse, moi je n'ai malheureusement pas le temps de m'occuper de ça. Donc la translation de l'ensemble des reliquaires a lieu le 6 mai 1907, et on se rend rapidement compte que cette salle pose un problème de taille, car les visiteurs, il y en a quelques-uns, ne peuvent accéder à cette salle, à cette chapelle, qu'en traversant le chœur et par conséquent en gênant considérablement les offices. Mais nous sommes à l'abbaye de Saint-Maurice et il faut attendre 42 ans pour que cette situation change. En 1949, le trésor, jusqu'en 1949, le trésor est donc conservé dans cette chambre, dans ce coffre-fort, dans cette armoire. Et la campagne d'agrandissement et de restauration de l'église abbatiale de Saint-Maurice entre 1946 et 1949, suite à l'éboulement de Rocher le 3 mars 1942, s'accompagne de travaux d'agrandissement du sanctuaire et de ses annexes, et notamment du réaménagement du trésor dans le corps du bâtiment le plus ancien de l'abbaye. Je vous montre ici le premier plan concernant ce projet.
Avec son projet intitulé Plein champ, c'est un jeune architecte vaudois, Claude Jacotet, qui s'était fait remarquer par sa restauration de l'église gothique de Motier-en-Vuilly, dans le canton de Fribourg, qui satisfait toutes les exigences de l'archéologie. C'est ainsi qu'il emporte en fait le concours, qui exigeait entre autres de prévoir une chapelle pour le trésor des reliques et de réfléchir à son meilleur emplacement au double point de vue de la sécurité et de la vénération. Dans sa décision, le jury qualifie la conception d'un cloître autour duquel sont groupées les chapelles, le trésor et les sacristies d'innovation heureuse. Sur ce plan, le trésor est prévu dans cet espace-ci. Je ne sais pas si vous voyez la notation au crayon ici, c'est écrit trésor verticalement. Et ce site est une chapelle sur laquelle, évidemment, je reviendrai. Claude Jacotet transmet en juillet 1946 un descriptif de tous les travaux qu'il envisage, notamment le réaménagement de la salle du trésor, qu'il déplace donc de la basilique dans un lieu propre. La communauté, par la voie de sa commission abbatiale sans doute, ou de son chapitre, commande ce document dans une série d'annotations non datées, reprises pour l'essentiel dans une lettre à l'abbé Louis-Séverin Allais. À ce moment, l'articulation entre la chapelle et l'espace dévolu au trésor proprement dit n'est pas très claire. Je cite, « La chapelle du trésor sera aménagée dans une des chapelles du Martelet, donnant sur la sacristie. Le Martelet, c'est le lieu sur lequel se trouvent les édifices passés de l'abbaye de Saint-Maurice. Donc, le long du rocher, le chantier archéologique que vous pouvez visiter aujourd'hui s'appelle le Martelet. Évidemment, il prend son nom du martyr. Donc, une chapelle du Martelet donnant sur la sacristie, comme il convient, accessible d'autre part de l'église, sans franchir la clôture, par la porte menant aux catacombes. Les catacombes, c'est cet espace que vous voyez le long des bâtiments abbatiaux que l'on emprunte aujourd'hui pour aller précisément sur le site du Martelet. L'autel sera placé dans une petite abside gagnée dans l'épaisseur du mur, le trésor dans deux armoires encastrées dans les murs opposés d'une niche. Éclairage spécial dans les armoires. Fin de citation. Ce premier projet envisage ainsi la construction de 3 chapelles, ouvrant sur le bras nord du cloître, et d'une salle plus petite destinée au trésor, qui en assure sans doute la sécurité, mais ne permet pas sa vénération. Manifestement, la communauté ne retient pas cette proposition, qui ne répond pas à ses attentes. Il semble très vraisemblable que la commission abbatiale, ou le chapitre, joue dès lors un rôle décisif, parvenant à suggérer au jeune architecte l'aménagement de 2 espaces étroitement liés. Un lieu de recueillement, la chapelle des martyrs, accessible par l'église, qui ouvre dans son prolongement sur un sanctuaire abritant les chasses et les objets précieux répartis dans différentes niches. C'est un plan de 1947. L'avantage d'un tel dispositif est explicité dans une lettre de la dite commission à son abbé. Je cite, « La chapelle du trésor, telle que décrite dans les feuilles de M. Jacotet, ne répond pas à ce qui fut prévu en dernier lieu. On a envisagé de transformer tout l'espace compris entre l'église actuelle et le bras central de l'abbaye pour en faire une seule grande chapelle, communiquant directement avec la sacristie et ouvrant sur l'église par une baie grillagée et vitrée. Dans le bras central de l'abbaye, en prolongement de la dite chapelle, serait établie une chambre forte pour le trésor. L'accès à cette chambre forte se ferait par une ou 2 portes placées aux côtés de l'autel de la chapelle du trésor, lui-même surmonté d'une baie fermant avec une double porte forte. Lorsque cette baie serait ouverte, on pourrait célébrer la messe, l'office ou d'autres cérémonies en ayant vue de la chapelle elle-même sur le trésor des reliques. Ainsi conçue, la chapelle du trésor aurait tout son intérêt et toute son utilité. Elle constituerait un trait d'union entre l'Église elle-même et les reliques. Sur ce plan, daté du 1er décembre 1947, Claude Jacotet traduit ce dispositif particulièrement efficace. La chapelle des martyrs, ici, ouvre en effet sur la salle du trésor, qui est un immense coffre-fort, ce qu'elle est toujours aujourd'hui, mais plus avec les mêmes portes. La chapelle des martyrs, donc, où l'architecte a souhaité créer une atmosphère de paix et de chaleur, comme il le dit lui-même,
couverte de voûtes d'arête, se termine à l'ouest par un autel surmonté d'une baie vitrée, encadré de 2 colonnettes de style roman soutenant un arc en plein cintre. Sur le tympan court l'invitatoire chanté à matines lors de la fête des Saints Innocents, commune à plusieurs autres martyrs, dont les Thébains. Venite, adoremus regem regum, qui beatis martyribus coronam, dedit gloria. L'ouverture donne sur la chambre du trésor, conçue comme une grande châsse, digne des reliques et des objets qu'elle devait contenir, et à laquelle Claude Jacotet donne, je cite, le caractère d'un sanctuaire et d'une crypte. Le soin porté à l'exposition des objets n'est pas exclusif. L'architecte insiste en effet, je cite, sur le caractère éminemment sacré du lieu, mettant tout en œuvre pour réussir une exposition impeccable des objets, tout en créant un sanctuaire dont la dignité, la beauté et l'équilibre harmonieux permettent aux visiteurs de se mettre spontanément dans l'attitude de respect et de ferveur désirable. Fin de citation. Pour cela, il privilégie un éclairage doux, tout en maintenant la chapelle dans la pénombre, et répartit les objets en plusieurs niches, divisées par de fines colonnettes, ce qui suscite, pense-t-il, l'attention du visiteur dévot. Enfin, par la mise en œuvre de matériaux précieux, marbre blanc, mosaïque de verre, bronze, bois de noyer, et l'utilisation des 3 couleurs préférées du Moyen-Âge, dit-il, l'or, le rouge et le bleu, on appréciera, l'architecte poursuit l'objectif de mettre en valeur les objets afin d'obtenir une harmonie colorée. L'intention première révèle un aménagement de la salle en 3 ensembles distincts. Le premier est constitué des chasses alignées pignon contre pignon sur un axe médian. Le second, donc dans l'axe de la fenêtre au-dessus de l'autel de la chapelle des Martyrs. Le second rassemble les reliquaires les plus anciens dans la vitrine axiale, au sein duquel le chef de Saint-Candide ferme la perspective. Et le dernier regroupe les objets les plus récents dans les niches latérales, apparentées typologiquement. Claude Jacotet combine ainsi différents principes d'exposition sans pouvoir malheureusement prévenir l'accumulation progressive qui suivra et les modifications ultérieures. Gardez bien cette image en tête, la prochaine image est choquante. Même s'il ressort des documents que la voix de la communauté est décisive dans l'organisation du trésor. Le dispositif mis en œuvre par l'architecte respecte la première fonction du trésor, puisqu'il conserve le système chapelle plus trésor, support de la dévotion des pèlerins comme des chapelles. L'intervention de Claude Jacotet a pour effet de séparer la chapelle de la salle du trésor, tout en maintenant un contact visuel. Dès 2002, attention l'horreur, j'ai de la peine à passer cette diapositive, j'avoue. Oh, non, reviens. Voilà. Dès 2002, hélas, ça va, vous supportez. Une seconde salle, dite salle des chasses, est aménagée en vue du retour, après restauration de la chasse dite de Saint-Sigismond, celle du milieu, chasse dite de Saint-Sigismond et de ses enfants. Ce sont donc les conditions de conservation qui déterminent cette délocalisation, les 3 reliquaires majeurs du trésor dans des vitrines climatisées. Mais ce déplacement a pour conséquence l'éloignement des chasses de l'autel de la chapelle des Martyrs, ce qui renforce le caractère muséal de la présentation. L'extension de 2002 rompt définitivement ce lien et dans le même temps sépare ce qui était réuni. Je passe rapidement sur les modifications intervenues entre 1948 et 2002, dont on voit ici le résultat. Attention, c'est encore choquant. Pour me consacrer à la salle de 2014. Attention, il y en a encore une qui est choquante. Ce dispositif est intéressant pour ceux qui connaissent le trésor de Conques. Cette vitrine date de 1976, une dizaine d'années après la réorganisation du trésor de Conques. Mais on retrouvait le même tissu de velours vert, mais vert vétiver, dans le fond de la vitrine. Et je ne sais pas si vous voyez ici, mais des objets étaient posés, en fait, on a l'impression qu'ils sont en lévitation, mais ce n'est pas du tout le cas, étaient posés sur des disques, et sous la vitrine, il y avait des petits boutons et on pouvait faire tourner les objets. En fait, c'est un système de tourne-disque, des plateaux de tourne-disque, et les objets tournaient. Donc, c'est très, très malin, très fin, seulement les objets tournaient, comme ça. Quand vous avez un objet comme le vase de Saint-Martin, qui date quand même du 1er siècle avant Jésus-Christ, avec sa monture du début du 6e siècle,
comment dire, vous avez peur. Donc, heureusement, c'était un 16 tours et pas un 45 tours. Donc, je vais me consacrer à la salle de 2014 maintenant. Regardez bien où est Candide. La salle de 2014 constitue le point d'orgue du parcours de visite. Je peux m'imaginer que vous avez tous visité le trésor de l'abbaye de Saint-Maurice. À l'entrée de la salle, un mur de cloison fait face aux visiteurs. On ne le voit pas, il est situé ici sur la gauche de l'image et dirige vers la première vitrine consacrée au chef reliquaire de Saint-Candide. Cette station introduit littéralement la visite du trésor en explicitant ce qu'est un reliquaire et en proposant une lecture plurielle. Dans ce cas très précis, le reliquaire est présenté comme le sépulcre d'un martyr thébain majeur, Candide, mais également comme le mémorial du comte Amédée III de Savoie, fortement engagé dans la deuxième croisade et bienfaiteur de l'abbaye. C'est lui qui redonne à l'abbaye son autonomie, sa liberté. De la sorte, la visite est d'emblée placée sous le double sceau cultuel et culturel. Et nous pensons ainsi retrouver le discret équilibre évoqué en ouverture. Pour la suite, le parti pris est de ne pas proposer un parcours chronologique qui accentuerait la dimension déjà linéaire de la visite, nous sommes dans les caves de l'abbaye, mais de grouper au contraire les objets selon cette thématique et de les répartir ensemble ou en ensemble cohérent autour des grandes chasses. Les vitrines sont conçues comme des halos de lumière autour des objets, ou plutôt la lumière sort des objets, ça c'est l'intention, hein. Je l'expliquerai après. La lumière sort donc des objets, ce qui accentue le contraste entre la modernité du dispositif muséal, tout de lumière et de verre, transparent ou translucide, et le caractère brut, un peu rugueux de l'architecture de la salle. Si vous regardez attentivement les vitrines, vous comprendrez qu'il y a un système d'éclairage bas de la vitrine, à l'intérieur de la vitrine. Vous voyez qu'il y a un miroir au sommet de la vitrine, des petits spots de lumière sur le plateau qui envoient un rayon contre le miroir, et la lumière est censée, je dis bien censée, redescendre en pluie, comme Zeus, avec Danaé. Petite touche un peu exotique dans un trésor religieux. Et puis, il y a aussi de la lumière sur les vitrines qui éclaire les voûtes. Donc, évidemment, dans une perspective de durabilité, je pense qu'on réduirait un peu l'éclairage. Mais l'idée, c'était de tracer en fait un trait de lumière entre le sol et la voûte pour montrer que le reliquaire sert de lien entre l'ici-bas et le ciel. Le dispositif matérialise de la sorte le rôle cristallisateur attribué aux trois grandes chasses, vous en voyez une sur cette image, et aux reliquaires les plus anciens du trésor. Les reliquaires du Haut Moyen-Âge, je vous les ai tous montrés, sauf un, carolingien, sont disposés sur l'axe médian de la salle, entre les piliers supportant la retombée des voûtes d'arête. La vitrine pilier permet une vision rapprochée et circulaire de l'objet, tout en soulignant, dans le sens d'une lecture ecclésiologique, le rôle de support matériel de l'édifice donné au Saint-Thébain, dont les restes étaient précisément conservés jusqu'en 1923 dans ces objets. De cette manière, on conserve au reliquaire du Haut Moyen-Âge un rôle structurant fort au sein du nouveau dispositif, sans oublier les chasses qui forment avec cela le cœur autour duquel sont disposés le reste des objets exposés. Les reliques de Saint-Maurice et de ses compagnons, de même que celles du roi Sigismond et de ses enfants, sont ainsi disposées au centre de la salle. Leur présence commande donc en filigrane un dispositif à dominante sacrée qui n'empêche pas la vision muséale. En effet, la mise en œuvre bien comprise du reliquaire, dans sa matérialité, sert le double but de marquer la présence des reliques et de les authentifier sans empêcher une vision muséale. La salle de 2014 englobe et prolonge sous le local des archives et la salle capitulaire baroque la chambre du trésor du XXe siècle. Donc elle se trouve véritablement au cœur de l'abbaye. La salle capitulaire, c'est le lieu où l'on prend les décisions, et les archives, évidemment, c'est la mémoria de cette institution. Mais la salle de 2014, dans le même temps, exagère, même si elle replace les reliquaires au cœur même de l'abbaye, la distance physique que nous avons déjà constatée. Le lent processus de muséalisation, initié à la période baroque, ça n'est pas étonnant, enrichi dans la première moitié du XXe siècle, est achevé. Le lien entre autel et trésor, ou entre chapelle et trésor, est désormais symbolique. Mais c'est désormais au dispositif de traduire ce lien, en jouant sur les effets de transparence, en ménageant un temps d'attente entre les objets
et ce à quoi il renvoie, et donc, je l'espère, à favoriser cette expérience historique si chère à Göran Huizinga. Cette dernière vitrine que je vous montre est un dispositif temporaire qui a été placé entre Pâques 21 et la Saint-Maurice 2021 pour le retour du reliquaire de la grande chasse de Saint-Maurice dans son écrin, le trésor, en ménageant en fait ce que j'appelle un effet d'attente, c'est-à-dire en ne divulguant pas l'entier du reliquaire, mais simplement à travers ses fentes, de pouvoir deviner le reliquaire qui est caché derrière. Évidemment, à la Saint-Maurice, il a été révélé et on a enlevé ce scotch translucide pour redonner en fait toute sa place à cette grande chasse de Saint-Maurice. L'idée, qui au début n'avait pas convaincu la communauté, reposait en fait sur quelque chose de simple. La restauration a peut-être restitué la beauté matérielle de l'objet, mais c'est sa place dans le trésor avec les autres reliquaires qui lui restitue toute sa beauté spirituelle. Et dans ce sens-là, la communauté était ravie. Je vous remercie de votre attention.